Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF dénonce un Sénat monocolore et monocorde, incapable de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Réaction du principal parti de l'opposition après la nomination de 30 sénateurs qui doivent siéger à la Chambre haute du Parlement. Un avis que ne partagent pas des alliés politiques du parti au pouvoir, eux qui ont bénéficié d'au moins un sénateur à la suite des nominations faites par le président de la République. Vous écouterez les réactions de la classe politique en ouverture de ce journal. Le spectre d'une épidémie de rougeole plane sur la région du Nord-Ouest. Plusieurs cas suspects ont été détectés. Les autorités sanitaires sont en alerte. Des parents s'inquiètent dans le littoral. Quelles mesures prendre pour les enfants face à des risques du moins élevés d'épidémie de rougeole? Vous suivrez des conseils des médecins dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après la nomination de 30 sénateurs, de vives réactions émergent de la classe politique, notamment le SDF, qui a tenu à préciser qu'il n'y a aucun de ces cadres qui figure parmi ces 30 sénateurs nommés par le président de la République, le principal parti de l'opposition, qui dénonce un Sénat monocolore et monocorde qui serait incapable de pouvoir contrôler l'action du gouvernement en raison d'une majorité écrasante de la part du parti au pouvoir. Par contre, les alliés du RDPC se réjouissent de voir l'un de leurs cadres bénéficier du décret présidentiel. Ils ont obtenu au moins un sénateur qui doit siéger à la prochaine mandature à la Chambre haute du Parlement. Des précisions avec Élisée Bogba et Guy Zogo. La nomination des 30 sénateurs restants par le président de la République fait écho dans les formations politiques concernées. À l'UNDP et à l'UPC, où la question de l'alliance avec le RDPC est loin de faire l'unanimité, il est respectivement fait état des prérogatives du chef de l'État et des suites de l'alliance avec le RDPC. Le chef de l'État a agi conformément aux lois de la République. Moi, je m'en tiens juste à ça. Le chef de l'État a compris notre démarche politique. Nous avons inscrit notre action dans le strict respect de l'alliance UPC-RDPC. Nous avons pris l'engagement d'appeler au vote des listes présentées par le RDPC. Pas de grâce cependant pour cette démarche aux yeux du SDF qui n'y voit qu'un pis-aller. Cette nomination confirme la stratégie du président Paul Biya. Il voulait avoir un 100%. On nous a accusé, on a accusé notre président national de l'avoir rencontré pour des négociations, ce qui était tout à fait faux. Donc les Camerounais peuvent comprendre aujourd'hui que le SDF n'a rien à voir avec le RDPC ni avec des manigances. Le SDF dénonce par ailleurs la nomination des sénateurs âgés au rendement incertain. C'est surtout une nomination de vieillards qui ne peuvent même plus servir ce pays. Il est temps que les Camerounais comprennent qu'ils sont en train d'être dupés et que le changement est en route. L'UPC estime néanmoins que le sénateur promu dans ses rangs, Philippe Léké du Sud-Ouest, est un homme valeureux. L'accueil qui nous a été réservé par ce camarade lors de la célébration de cinquantenaire à Boya, avec des moyens modestes, il a pu accueillir une délégation de l'UPC que nous avions conduit par là, une délégation de presque 1000 personnes. Il a pu donner sa propre maison. Il faudra désormais scruter l'attitude des sénateurs au sein de la Chambre haute du Parlement. L'UNDP annonce que ces sénateurs se consacreront à la consolidation de la décentralisation. Au Sénat, nous allons là-bas pour faire avancer cette question de la décentralisation. Ça tombe bien, il y a maintenant un ministère de la décentralisation. Nous entendons apporter toutes nos contributions pour que ce ministère-là mette en place une très bonne décentralisation. Le SDF, lui, se voit surtout dans une posture de un contre tous.
Les sénateurs qui ont été élus sont les sénateurs du Nord-Ouest. Ils vont défendre la région, ils vont défendre le peuple camerounais, comme ils peuvent. C'est sûr que nous n'aurons pas un groupe parlementaire avec cela, mais ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Et on va laisser le régime, parce que tous ceux qui ont été nommés, moi je peux vous dire que c'est des gens du RDPC. C'est 93 sénateurs du RDPC contre 7 du SDF. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Le début de la mandature de la nouvelle cuvée du Sénat permettra d'en savoir davantage. Après avoir boycotté ces sénatoriales 2018, le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient sa convention nationale avec pour enjeu le choix de son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Cette convention nationale qui se déroule au Palais des Congrès de Yaoundé. Et sur les enjeux, je vous propose d'écouter Sostène Médard-Lipote, qui est secrétaire national chargé de la communication du MRC. C'est la seconde convention du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, un parti qui a à peine 5 ans et demi. C'est une convention ordinaire, la seconde, et au cours de cette deuxième convention, il est question de revoir les textes et les statuts du parti. Il est question de renouveler le directoire national, donc du président national à tous les mois aux autres membres du directoire. Il est aussi question surtout de tabler sur notre socle idéologique qui est le social-libéralisme et notre projet de société, celui du MRC, qui est le social-libéralisme. Et surtout aussi, parce que nous sommes en année électorale, d'étudier les programmes politiques en rapport avec les prochaines échéances électorales, la présidentielle qui sera convoquée en juin, juillet au plus tard, pour la convocation du corps électoral, les municipales, vous savez que les conseils municipaux actuels, leur mandat sera échu cette année, en fin d'année, notamment en fin septembre, et les députés. Et pourquoi pas les conseillers régionaux. En pleine préparation de cette convention nationale qui se tient au Palais des Congrès, une polémique est vite née concernant des photos du président de la République accrochées au Palais des Congrès et des participants MRC à cette convention qui souhaitaient décrocher ces photos, ce à quoi se seraient opposés les responsables du Palais des Congrès. Je vous propose de suivre la mise au point de Sostène Médard-Lipote, qui est secrétaire national à la communication du MRC. M. Paul Biya n'est pas le président du MRC. Le président du MRC, à l'heure actuelle, c'est Maurice Kamto. Et c'est le membre du MRC. Vous voulez nous dire que les gens viendront forcer à mettre l'effigie là où nous sommes assis? Mais s'ils le font, nous vous ferons savoir que les gens ont forcé. Vous viendrez avec votre caméra et on vous décrira comment est-ce qu'ils ont forcé à mettre cette effigie là derrière nous ou à nos côtés. Il me semble que c'est le stade Omnisport également, le stade Amadou Ahidjo, est un lieu public. Vous voulez me dire que quand les Lions et notables jouent là-bas, derrière les buts, le gardien de but, de deux côtés, il y a l'effigie de Paul Biya. Voilà donc une manière de tricher. Bon, s'ils mettent l'effigie de Paul Biya à l'âge de 85 ans, ce patriarche respectueux et respectable, peut-être qu'on peut comprendre qu'ils ont évolué. Ils vous diront peut-être que ce n'est pas l'effigie de Paul Biya, c'est l'effigie du président de la République. C'est différent, non? Monsieur, non, nous sommes désolés, on n'a pas besoin de son effigie. C'est le congrès d'un parti politique. D'un parti politique. Est-ce que vous comprenez? Une association, certes, d'utilité publique, mais qui a ses propres intérêts. C'est de ça qu'il est question. On n'en a pas besoin. Et ce congrès du MRC se déroule durant tout ce week-end avec pour enjeu principal le choix de leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement continue d'ignorer le problème d'intégration des instituteurs et enseignants contractuels à la fonction publique
Un comité interministériel réuni ce vendredi met plutôt l'accent sur la préparation du Forum national de l'éducation. L'organisation de ces assises est annoncée depuis des années et des leaders syndicaux doutent de la tenue d'un tel événement. Je vous propose à présent de suivre ces leaders syndicaux qui ont participé à cette réunion du comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations des enseignants au Cameroun. Tout système francophone. Rien n'a été dit par rapport à nos revendications, à savoir l'intégration des vagues d'instituteurs contractuels et puis le recrutement de nouveaux titulaires de CAPIEM et CAPIED. Rien n'a été dit par rapport à tout cela, mais toujours est-il que le délai de 90 jours qui avait été donné par l'État par rapport à notre précédente grève, à notre précédente manifestation, expire effectivement aujourd'hui. Et comme rien n'a été dit par rapport à nos revendications, nous allons relancer la grève à partir de lundi. Un préavis sera déposé au service du PM dès lundi et la grève prendra effet à partir de la semaine d'après. Les syndicats auraient souhaité que le rythme soit plus rapide concernant spécialement l'organisation du Forum national de l'éducation, qui est un élément majeur de la feuille de route des syndicats. L'un des problèmes sur lesquels il pourrait y avoir achoppement est celui du budget. Les syndicats pensent qu'au lieu de bâcler ce forum, faute d'un budget convenable, il faudrait se battre parce que l'éducation pour les 50 années à venir pour notre pays mérite un petit sacrifice budgétaire. Et c'est dans ce sens que les propositions des syndicats ont été des propositions médianes sur lesquelles ils espèrent que le gouvernement va pouvoir s'appuyer véritablement. Et vous l'avez suivi, malgré ces menaces de grève de la part des syndicats des enseignants, il reste optimiste. Le président du comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations des enseignants, le professeur Jacques Famdongo, s'appuie sur la régularité des rencontres entre le gouvernement et les syndicats des enseignants pour apprécier le dialogue social en vue de résoudre les problèmes que rencontrent les enseignants au Cameroun. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, président de ce comité interministériel. Je vous parlais donc du professeur Jacques Famdongo, président du comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations des enseignants. Nos sessions se veulent donc plus régulières, en même temps qu'elles s'inscrivent dans la double perspective de trouver des solutions immédiates et idoines à certaines préoccupations, ou alors de se projeter vers le Forum national de l'éducation. Cadre élargi de discussion au sein duquel certaines questions complexes pourront être examinées en profondeur. Aujourd'hui, l'option de consacrer l'actuelle session au point relatif à la préparation du Forum national de l'éducation vise à mettre à l'abri d'un éventuel sommeil dogmatique qui consisterait à s'arrêter maintenant, à marquer une halte dans l'attente de je ne sais quel autre signal sous le prétexte illusoire qu'on est déjà suffisamment avancé. Il s'agit donc de prendre la pleine mesure de la tâche qui nous incombe et les défis que nous sommes appelés à relever en vue de la tenue effective du forum projeté. Dans le reste de l'actualité, l'engagement citoyen et actif des jeunes est plombé au Cameroun par toutes sortes de violations des droits de l'homme et d'actes d'intimidation. Pourtant, défendre les intérêts de sa communauté, également s'engager dans la réalisation et l'engagement de la vie, participer au développement de la cité, sont l'expression d'une volonté citoyenne de construire la démocratie au Cameroun, ce que des jeunes peinent à avoir au Cameroun. Constat fait dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop.
Dans un contexte marqué par des arrestations en cascade, parfois non justifiées, des interdictions de manifestations à tête chercheuse, des menaces et intimidations de toutes sortes, difficile pour les jeunes de se frayer un chemin sur le terrain tortueux de l'engagement citoyen. Ceux qui ont essayé en gardent plutôt un mauvais souvenir. Nous vivons une pseudo-dictature. Si vous n'êtes pas de la pensée unique, vous subissez toutes des fougues. Et j'en suis certainement, comme beaucoup d'autres, une victime de la répression, de l'exclusion, du rejet, même de l'abandon, à cause des activités citoyennes que nous avons amenées au niveau universitaire. Si beaucoup d'étudiants sont immobiles, c'est à cause de cette situation, ces incarcérations, ces arrestations. Au sein même du campus, nous avons la police campus. Dès que vous avez une activité là, ils vous enseignent, ils vous empêchent de mener vos activités. Et puis ça ne favorise pas toujours l'engagement des autres. Doit-on pour autant se décourager et lâcher prise? Non, pense Dynamique mondiale des jeunes. Cette organisation de la société civile, appuyée par le service œcuménique pour la paix, a regroupé à Yaoundé de jeunes leaders pour leur donner des rudiments nécessaires à leur engagement citoyen et actif. Ce qui est recherché à travers un tel cercle, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre de citoyens en mesure de témoigner de la connaissance de leurs droits, de la compréhension de ces droits et de l'expression. Nous voyons autour de nous des situations d'injustice qui se déroulent, mais où le commun des citoyens est indifférent plutôt que de réagir. Cela peut être interprété sur deux angles. Soit il ne se sent pas concerné, ce qui est un danger dans une population, soit alors il se sent concerné mais impuissant, ce qui aussi participe d'un danger dans la croissance collective. L'engouement de ces jeunes et leur engagement à vaincre les différentes barrières constituent des motifs de satisfaction. C'est déjà un pas vers la citoyenneté active que prend Dynamique mondiale des jeunes. Parce que nous voyons d'autres jeunes qui participent effectivement sur le plan politique aux élections. J'en connais qui ont initié des travaux, n'est-ce pas, de réaménagement de leur commune. Nous voulons donc les amener à participer davantage aux initiatives de développement, notamment en rejoignant les associations, les organisations de la société civile. 2018 est une année électorale. Un test à ne pas négliger pour les jeunes qui seraient piqués par le virus de l'inertie. La citoyenneté active est possible, en dépit des barrières. C'est ce qui refroidit un peu les... En pleine année électorale, l'exécutif municipal de Douala 3e défend son bilan devant des conseillers municipaux RDPC et MRC mécontents de la gestion de cette commune d'arrondissement ces 5 dernières années. C'était lors d'un conseil municipal plutôt houleux dans le 3e arrondissement de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. La commune de Douala 3e, c'est 1 854 678 494 francs CFA de taux de réalisation budgétaire en 2017. Un plafond jugé jamais atteint par l'exécutif de la commune, dominé par le SDF. Une satisfaction, bottée en touche par les conseillers municipaux du RDPC, qui affirment que la mairie, loin de sortir la tête de l'eau, s'est enfoncée. Parce que 4 années de budget déficitaire, est-ce qu'il faut en être fier? On ne peut pas être fier. Nous n'avons pas bien fait notre travail, il faut l'avouer. Si vous êtes un décideur, vous votez 4,5 milliards de budget. À la fin de l'année, vous faites 41% de réalisation et vous taguez d'être un bon gestionnaire. C'est faux, vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Et vous remarquez qu'il y a l'opacité surtout. Vous posez une question, au lieu de vous répondre, on se verse dans la diversion, dans la délation, dans le sabotage. Comme l'exécutif l'a déclaré, c'est franchement un conseil au rabais. Et dommage que la démocratie nous produise de tels spectacles. Parce que, dites-nous, nous sommes dans une salle de conseil. Vous voyez dans quel climat nous avons travaillé? Les toilettes sont à un pas, elles sont nauséabondes. Regarde la manière dont nous sommes disposés dans une salle. Il n'y a pas de... Même le simple confort élémentaire pour travailler, nous ne l'avons pas. Je ne veux plus me reverser sur toutes les autres remarques que la tutelle a déjà citées. Manquement au niveau de recouvrement, personnel pléthorique, gestion familiale et bancale. Les conseillers municipaux du MRC expriment également leur insatisfaction
après la tenue de ce conseil municipal. Je me suis abstenu de voter ce budget parce que ce compte administratif, parce que même le budget, j'avais dit qu'il était irréalisable, donc je ne pouvais pas le voter. Je l'ai dit ici, lors des travaux qui disent pompément travaux en commission. J'ai régulièrement dit que les travaux se font en séance plénière. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, nous sommes en fin de mandat, comme certains diront, et on a l'habitude de dire que bon, peut-être les gens gesticulent parce que c'est la fin du mandat. Non, ce que nous disons aujourd'hui, nous sommes constants dans ce que nous faisons depuis le début de notre mandat. Nous l'avons relevé un certain nombre d'incongruités ici, là, dans la tenue de conseil, dans les documents qu'on nous transmet et autres. Ces affirmations sont bottées en touche par le maire, Job Théophile Kwapnan. C'est être de mauvaise foi, parce que vous savez toute la bataille que nous menons dans cet arrondissement pour pouvoir essayer de sécuriser d'abord les recettes et ensuite de faire des investissements. Je veux vous avouer que c'est pas facile. Comme je le faisais remarquer, depuis l'existence de cette commune, aucun maire n'a jamais fait le milliard en termes de réalisation. Nous sommes le premier exécutif qui fait traverser le cap de 1 milliard. Nous avions commencé à 1 milliard 200 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard 800 millions en 4 ans. C'est vrai que ce n'est pas l'objectif. Nous pouvions faire les 4 milliards. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour m'étaler dessus. Mais comprenez, nous nous battons pour faire en sorte que déjà la distribution des fonds qui caractérise notre zone. Parce que le prophète a dit, la zone est grande, mais plus les gens sont dehors, ils cherchent à se remplir les poches que de faire vivre la mairie. Nous passons du temps à pouvoir d'abord éclairer ces collègues-là, qu'ils comprennent que l'avantage d'abord, c'est de faire en sorte que la mairie vive. Parce que tout pour eux, c'est d'abord se mettre l'argent dans les poches et pour 1-2 jours de manquement de salaire, ils sont les premiers à vouloir descendre dans la rue, alors que c'est eux qui empêchent la mairie d'atteindre les objectifs. Pour l'instant, les jours qui passent font en sorte que les mentalités changent petit à petit. Et je dis merci. Et nous allons nous atteler à mettre en œuvre toutes les recommandations du préfet. L'exécutif communal de Douala 3e s'appuie donc sur cette augmentation de 300 millions de francs CFA de réalisation par rapport à l'année 2016, alors que le préfet du Vouri estime que vu le caractère particulier de cette commune, qui est l'une des plus grandes du département, l'exécutif communal aurait pu faire mieux. Restons dans la capitale économique qui enregistre le triste record de l'effondrement des immeubles en plein centre-ville. Des architectes sont sortis de leurs réserves pour dénoncer des opérateurs économiques véreux qui bénéficient de la complicité des autorités locales afin d'utiliser un matériel de construction inadapté et conséquence, l'effondrement des immeubles avec des pertes en vie humaine dans certains cas. Des précisions avec François Dikoumet et Auréole Tchoumi. La ville de Douala a payé le prix fort des constructions anarchiques en 2017. Même en ce début d'année, des édifices en chantier ont causé des pertes en vie humaine. Les architectes se prononcent. Ils pensent que c'est la faute à une société qui a appris à se passer de leurs services. Les lotissements se font de manière anarchique, les populations s'installent de manière anarchique. Ça veut dire qu'à la fin, on va se rendre compte que la ville suit la population. C'est-à-dire que ce n'est plus la population qui suit la ville. L'aménagement préalable qui devait être fait avant l'arrivée de la population n'est pas fait. Ce qui fait que le constat est triste dans toutes les villes camerounaises, c'est qu'on constate un désordre urbain. C'est par là que commence l'architecture, l'environnement. L'architecte n'est pas seulement pour le béton. La qualité des intrants de construction est aussi remise en cause. On ne peut pas bâtir une ville sans architecte, et c'est vrai. Mais nos villes sont bâties sans architecte. Par les charlatans. Je n'appelle pas les ingénieurs, je dis les charlatans. Les ingénieurs, c'est les professionnels. Nos villes sont bâties par n'importe qui. À Douala, les immeubles sortent de terre comme des champignons. Mais l'irrespect de la norme et des lois est monnaie courante. Le chemin du développement, c'est payer le prix. Le prix du développement, c'est respecter les textes. C'est respecter les textes et que chacun fasse son travail. Un aménagement colonial, comme Aqua par exemple, vous allez voir que ce quartier a un aménagement particulier. Le tracé urbain a sa particularité. Cependant, quand vous irez dans les autres quartiers, les nouveaux quartiers, vous allez vous rendre compte que le découpage se fait de manière anarchique. Le plan doit être fait par un architecte. Il faut qu'il y ait des études d'impact environnemental. Il faut que nous sachions que les études de résistance, de portance des bâtiments, surtout quand on commence à aller à plus de 2 étages, sont faites. Et que
il y ait un ingénieur, un expert qui assure le suivi. En août 1990, le législateur a fixé des conditions pour exercer le métier d'architecture au Cameroun. La conjoncture et la tolérance administrative aidant, Douala paye le prix fort. Il faut qu'on entre dans l'ère des certificats de conformité, c'est-à-dire qu'à la fin de la construction, que l'ouvrage réalisé soit exactement ce qui a été présenté dans le dossier. C'est pour restaurer l'image des architectes au Cameroun et penser le nouveau visage de la capitale économique que des experts et architectes ont entrepris d'échanger pendant 2 jours ici à Douala. Le spectre d'une épidémie de rougeole plane sur la région du nord-ouest. Je vous le disais en titre, plusieurs cas suspects ont été détectés. Du coup, les parents sont en état d'alerte dans la région du littoral, des médecins aussi. Ils recommandent aux parents de faire vacciner leurs enfants pour les protéger d'éventuels risques de contamination de la rougeole. Des précisions avec Flavien Valondongo. C'est une fièvre éruptive qui est caractérisée par l'apparition d'une éruption cutanée, avec une fièvre, plus quelques signes tels que conjonctivite ou bien une rhinite. La maladie qui ne pardonne pas est en vedette dans la région du nord-ouest, à Bamenda précisément. Déjà une quinzaine de cas confirmés chez les adolescents, issus de plusieurs formations sanitaires de la ville. Du coup, l'on se demande si l'on fait face à une sorte d'épidémie. Lorsque il y a des cas suspects comme ça a été déclaré, on prend des mesures. On va descendre sur le terrain, on va faire des investigations pour voir si on n'a pas manqué d'autres cas. Et ensuite, on va attendre les résultats du laboratoire pour confirmation. Parce que là, on parle encore d'épidémie suspecte. Là, généralement, quand c'est confirmé, on organise une riposte. Et la riposte consiste à la vaccination des enfants, soit à partir de 1 an, de 9 mois à 5 ans, soit de 9 mois à 10 ans, soit de 9 mois à 15 ans, en fonction de l'ampleur de l'épidémie. La rougeole, cette maladie virale qui n'épargne personne, enfants comme adultes, ne passe pas dans une communauté de façon inaperçue. Comme c'est une maladie très contagieuse, si les gens ne sont pas vaccinés, ils vont facilement, c'est-à-dire qu'elle peut être transmise d'une personne à une autre. Donc l'impact, c'est qu'on peut avoir plusieurs malades qui peuvent présenter la rougeole, et je crois que c'est le cas qui est dans la région du nord-ouest actuellement. La résurgence de la maladie à Bamenda, dans la région du nord-ouest, rappelle les 15 morts sur plus de 114 cas signalés dans l'arrondissement de Mentum Valley. C'était, vous vous souvenez sans doute, en 2015. La découverte des cas de rougeole à Bamenda suscite à nouveau une forte mobilisation dans la sensibilisation des masses. Dans la région du littoral par exemple, le combat contre la rougeole reste permanent malgré les cas suspects signalés. On commence à vous dire que voilà, il faut commencer à prendre des mesures, il faut surveiller davantage. Parce que plusieurs cas peuvent échapper à la vigilance. Donc on va renforcer la surveillance pour voir s'il y a d'autres cas. La rougeole est donc une maladie contagieuse. Les médecins ajoutent qu'elle fait partie des causes importantes des décès chez les enfants, surtout non vaccinés. Au regard de la recrudescence des actes de piraterie maritime et de pêche illicite dans le golfe de Guinée, un bâtiment militaire espagnol a accosté au port autonome de Douala. L'objectif est de partager l'expérience de la marine espagnole avec la marine camerounaise afin d'améliorer la capacité du Cameroun à surveiller ses côtes maritimes. Des précisions avec Xavier Foucault. L'Infanta Elena, 5e patrouilleur de la marine du Royaume d'Espagne, a accosté au port de Douala. Dans le cadre de la coopération militaire, les Espagnols viennent partager leur expérience de la surveillance maritime. À bord de ce navire, un équipage complet en visite de 5 jours avec un programme défini. Notre mission principale ici est de collaborer pour faire la mer un lieu beaucoup plus sûr. C'est le travail qu'on va faire ici avec la marine de Cameroun et à la mer aussi. La principale action ou opération qu'on est en train de réaliser, surtout des opérations d'interdiction maritime, de collaboration en sécurité, plongée, et différents travaux relationnés avec la marine. Des questions sécuritaires, d'ailleurs d'actualité au Cameroun. Le choix de ce programme, axé sur la sécurité, ne s'est pas fait au hasard.
Sur le Cameroun, ce que je peux dire, c'est que j'étais surpris par le dynamisme et la force de la jeunesse camerounaise. Vous êtes un pays qui a des richesses incroyables. Je suis convaincu que par la position que vous avez stratégique dans le Golfe, le Cameroun c'est un pays qui va vraiment atteindre les objectifs qui ont été déterminés par le président Biya en 2030 et ce sera un des pays d'avant-garde de l'Afrique et du monde. Seulement il faut qu'on puisse contrôler cette violence qui s'est détachée dans le nord et dans d'autres régions. Et si ça se passe, je suis sûr que ça va se passer, le Cameroun c'est un pays qui va être à l'avant-garde de l'Afrique. Et pas seulement l'Afrique centrale. La dernière visite d'un navire espagnol de ce type date de février 2014 et après le Cameroun, l'Infanta Elena naviguera jusqu'à Port-Gentil au Gabon, Luanda en Angola, avant de revenir au Cameroun en octobre prochain. Parlons à présent d'une association, Bessena Moulema, qui fête ses 20 ans d'existence. À cette occasion, elle a initié une série d'activités caritatives destinées à redonner du sourire aux personnes démunies et à réhabiliter des hôpitaux et des écoles. Reportage Keddiara. C'est le sourire aux lèvres que les élites, la population et les enfants de Bomono ont accueilli le 23 mars dernier sur leur terre les femmes de l'association Bessena Moulema, venues remettre officiellement la série de travaux qu'elles ont entrepris de faire depuis des semaines à l'avance à l'école publique de Bomono-Gare. Parmi ceux-ci, on peut citer la réfection de certaines salles de classe, le don en matériel didactique et de formation pour la maternelle, mais surtout ce cadeau en grandeur nature, un point d'adduction en eau potable. C'est un très grand geste, un élan de cœur et de solidarité envers les tout-petits qui constituent fortement l'avenir du Cameroun de demain. Je pense que c'est un exemple à copier. Que ce geste soit inspirateur aux autres membres de la communauté, aux entreprises citoyennes de la place, aux grandes élites, pour qu'elles suivent ce geste afin que, n'est-ce pas, elles puissent rendre nos écoles, nos collèges, nos écoles maternelles plus vivables pour les enfants qui constituent, n'est-ce pas, le futur des générations du Cameroun. Au cours de cette escapade sociale, les femmes de Bessena Moulema se sont transformées en l'espace d'une journée en mesdames salubrité, chargées de nettoyer l'enceinte de l'établissement scolaire, de quoi laisser les enfants, mais surtout l'administration de l'école, sans voix. Merci à l'association Bessena Moulema pour cet élan de cœur. Donc Dieu bénisse cette association, qu'elle puisse continuer ses œuvres dans d'autres structures scolaires. En plus de Bomono, elles se sont également rendues à l'hôpital Émilie Sacker, à Douala, pour continuer leurs œuvres qu'elles rangent dans le programme de célébration de leurs 20 années d'existence. L'action d'aujourd'hui, c'est-à-dire la réhabilitation des chambres de l'hôpital d'Émilie Sacker, se situe dans la continuité de l'action, des actions antécédentes et qui marque la célébration des 20 ans de l'association Bessena Moulema. Tout comme à l'école publique de Bomono, leurs actions à Émilie Sacker susciteront de la joie et du bonheur. Vraiment, ma joie est immense parce que ce que l'association Bessena Moulema a fait aujourd'hui est inoubliable. Nous disons à Bessena Moulema que l'œuvre qu'elles ont commencée est grande. C'est une association de femmes chrétiennes qui œuvre pour le bien-être des femmes. Et elles ont choisi cette fois-ci le centre de pédiatrie Émilie Sacker où beaucoup de femmes accouchent. Bessena Moulema est une association chrétienne créée en 1998 par 14 jeunes femmes ambitieuses, désireuses de contribuer à l'édification des petites paroisses et à redonner du sourire aux nécessiteux. Basée sur l'entraide, la solidarité entre ses membres et partout où besoin se fait, elle a à son actif de nombreuses réalisations, à l'instar desquelles la remise des dons dans de nombreuses églises sur l'étendue du territoire, la remise des paquets minimums à des établissements scolaires, l'organisation des arbres de Noël pour les tout-petits, la visite de la léproserie de la Dibomba, pour ne citer que cela. Pour l'église, c'est un grand geste, surtout ces mois du début d'année. Ces femmes viennent faire comme un déclic dans le projet de réhabilitation, de rénovation. C'est une grande joie pour l'église
et pour les bénéficiaires que sont nos malades. Avec sa 20e bougie, l'association prend l'engagement ferme de continuer à se déployer pour les nécessiteux, toujours, comme son nom le rappelle, avec un seul cœur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Juste après cette édition du 20h, des programmes à ne pas manquer. D'abord, Easter Cup Inside. Vous suivez ces épisodes depuis quelques jours sur l'antenne d'Equinox Télévision. C'est un championnat organisé à l'école de football de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Ce soir, vous découvriez comment se sont déroulées les demi-finales. Et juste après l'émission Tendance économique qui évoque la filière de l'huile de palme au Cameroun. Et enfin, l'émission Horizon Sport qui interviendra autour de 21h15. Émission présentée par Eric Martial Ndiomo. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Troisième arrondissement de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangaou. La commune de Douala 3e, c'est 1 milliard 854 millions 678 494 francs CFA de taux de réalisation budgétaire en 2017. Un plafond jugé jamais atteint par l'exécutif de la commune, dominé par le SDF. Une satisfaction, beauté en touche par les conseillers municipaux du RDPC, qui affirment que la mairie, loin de sortir la tête de l'eau, s'est enfoncée. Parce que 4 années de budget déficitaire, est-ce qu'il faut en être fier? On ne peut pas être fier. Nous n'avons pas bien fait notre travail, il faut l'avouer. Si vous êtes un décideur, vous votez 4,5 milliards de budget. À la fin de l'année, vous faites 41% de réalisation et vous targuez d'être un bon gestionnaire. C'est faux, vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Et vous remarquez qu'il y a l'opacité surtout. Vous posez une question, au lieu de vous répondre, on se verse dans la diversion, dans la délation, dans le sabotage. Comme l'exécutif l'a déclaré, c'est franchement un conseil au rabais. Et dommage que la démocratie nous produise de tels spectacles. Parce que, dites-nous, nous sommes dans une salle de conseil. Vous voyez dans quel climat nous avons travaillé? Les toilettes sont à un pas, elles sont nous abonnent. Regarde la manière dont nous sommes disposés dans une salle. Il n'y a pas de... Même le simple confort élémentaire pour travailler, nous ne l'avons pas. Je ne veux plus me reverser sur toutes les autres remarques que la tutelle a déjà citées. Manquement au niveau de recouvrement, personnel pléthorique, gestion familiale et bancale. Les conseillers municipaux du MRC expriment également leur insatisfaction après la tenue de ce conseil municipal. Je me suis abstenu de voter ce budget parce que ce compte administratif, parce que même le budget, j'avais dit qu'il était irréalisable, donc je ne pouvais pas le voter. Je l'ai dit ici, lors des travaux qui disent complètement à travaux en commission. J'ai régulièrement dit que les travaux se font en séance plénière. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, nous sommes en fin de mandat, comme certains diront, et on a l'habitude de dire que bon, peut-être les gens gesticulent parce que c'est la fin du mandat. Non, ce que nous disons aujourd'hui, nous sommes constants dans ce que nous faisons depuis le début de notre mandat. Nous l'avons relevé un certain nombre d'incongruités ici, là, dans la tenue de conseil, dans les documents qu'on nous transmet et autres. Ces affirmations sont bottées en touche par le maire, Job Théophile Kwapnan. C'est être de mauvaise foi, parce que vous savez toute la bataille que nous menons dans cet arrondissement pour pouvoir essayer de sécuriser d'abord les recettes et ensuite de faire des investissements. Je veux vous avouer que c'est pas facile. Comme je le faisais remarquer, depuis l'existence de cette commune, aucun maire n'a jamais fait le milliard en termes de réalisation. Nous sommes le premier exécutif qui fait traverser le cap de 1 milliard. Nous avions commencé à 1 milliard 200 millions. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard 800 millions en 4 ans. C'est vrai que ce n'est pas l'objectif. Nous pouvions faire les 4 milliards. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour m'étaler dessus. Mais comprenez, nous nous battons pour faire en sorte que déjà la distribution des fonds qui caractérise notre zone. Parce que le prophète a dit, la zone est grande, mais plus les gens sont dehors, ils cherchent à se remplir les poches que de faire vivre la mairie. Nous passons du temps à pouvoir d'abord éclairer ces collègues-là, pour qu'ils comprennent
que l'avantage d'abord, c'est de faire en sorte que la mairie vive. Parce que tout pour eux, c'est d'abord se mettre l'argent dans les poches et pour 1-2 jours de manquement de salaire, ils sont les premiers à vouloir descendre dans la rue, alors que c'est eux qui empêchent la mairie d'atteindre les objectifs. Pour l'instant, les jours qui passent font en sorte que les mentalités changent petit à petit. Et je dis merci. Et nous allons nous atteler à mettre en œuvre toutes les recommandations du préfet. L'exécutif communal de Douala 3e s'appuie donc sur cette augmentation de 300 millions de francs CFA de réalisation par rapport à l'année 2016, alors que le préfet du Vouri estime que vu le caractère particulier de cette commune, qui est l'une des plus grandes du département, l'exécutif communal aurait pu faire mieux. Restons dans la capitale économique qui enregistre le triste record de l'effondrement des immeubles. Et que nous avions conduit par là une délégation de presque 1000 personnes. Il a pu donner sa propre maison. Il faudra désormais scruter l'attitude des sénateurs au sein de la Chambre haute du Parlement. L'UNDP annonce que ces sénateurs se consacreront à la consolidation de la décentralisation. Au Sénat, nous allons là-bas pour faire avancer cette question de la décentralisation. Ça tombe bien, il y a maintenant un ministère de la décentralisation. Nous entendons apporter toutes nos contributions pour que ce ministère-là mette en place une très bonne décentralisation. Le SDF, lui, se voit surtout dans une posture de 1 contre tous. Les sénateurs qui ont été élus sont les sénateurs du Nord-Ouest. Ils vont défendre la région, ils vont défendre le peuple camerounais, comme ils peuvent. C'est sûr que nous n'aurons pas un groupe parlementaire avec cela, mais ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Et on va laisser le régime, parce que tous ceux qui ont été nommés, moi je peux vous dire que c'est des gens du RDPC. C'est 93 sénateurs du RDPC contre 7 du SDF. Voilà le Cameroun d'aujourd'hui. Le début de la mandature de la nouvelle cuvée du Sénat permettra d'en savoir davantage. Après avoir boycotté ces sénatoriales 2018, le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient sa convention nationale avec pour enjeu le choix de son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Cette convention nationale qui se déroule au Palais des Congrès de Yaoundé. Et sur les enjeux, je vous propose d'écouter Sostène Médard-Lipote, qui est secrétaire national chargé de la communication du MRC. C'est la seconde convention du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, un parti qui a à peine 5 ans et demi. C'est une convention ordinaire, la seconde, et au cours de cette deuxième convention, il est question de revoir les textes et les statuts du parti. Il est question de renouveler le directoire national, donc du président national à tous les autres membres du directoire. Il est aussi question surtout de tabler sur notre socle idéologique qui est le social-libéralisme et notre projet de société, celui du MRC, qui est le social-libéralisme. Et surtout aussi, parce que nous sommes en année électorale, d'étudier les programmes politiques en rapport avec les prochaines échéances électorales, la présidentielle qui sera convoquée en juin, juillet au plus tard, pour la convocation du corps électoral, les municipales, vous savez que les conseils municipaux actuels, leur mandat sera échu cette année, en fin d'année, notamment en fin septembre, et les députés. Et pourquoi pas les conseillers régionaux. En pleine préparation de cette convention nationale qui se tient au Palais des Congrès, une polémique est vite née concernant des photos du président de la République accrochées au Palais des Congrès et des participants MRC à cette convention qui souhaitaient décrocher ces photos, ce à quoi se seraient opposés les responsables du Palais des Congrès. Je vous propose de suivre la mise au point de Sostène Médard-Lipote, qui est secrétaire national à la communication du MRC. M. Paul Biya n'est pas le président du MRC. Le président du MRC, à l'heure actuelle, c'est Maurice Kamto. Et c'est le membre du MRC. Vous voulez nous dire que les gens viendront forcer à mettre l'effigie là où nous sommes assis? Mais s'ils le font,
nous vous ferons savoir que les gens ont forcé, vous viendrez avec votre caméra, et on vous décrira comment est-ce qu'ils ont forcé à mettre cette effigie là derrière nous, ou à nos côtés. Il me semble que c'est le stade Omnisport également, le stade Amadou Ahidjo, est un lieu public. Vous voulez me dire que quand les Lions et Notables jouent là-bas, derrière les buts, le gardien de but, de deux côtés, il y a l'effigie de Paul Biya. Voilà donc une manière de tricher. Bon, s'ils mettent l'effigie de Paul Biya à l'âge de 85 ans, ce patriarche respectueux et respectable, peut-être qu'on peut comprendre qu'ils ont évolué. Ils vous diront peut-être que ce n'est pas l'effigie de Paul Biya, c'est l'effigie du président de la République. C'est différent, non? Monsieur, non, nous sommes désolés, on n'a pas besoin de son effigie. C'est le congrès d'un parti politique. D'un parti politique. Est-ce que vous comprenez? Une association, certes, d'utilité publique, mais qui a ses propres intérêts. C'est de ça qu'il est question. On n'en a pas besoin. Et ce congrès du MRC se déroule durant tout ce week-end avec pour enjeu principal le choix de leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement continue d'ignorer le problème d'intégration des instituteurs et enseignants contractuels à la fonction publique. Un comité interministériel réuni ce vendredi met plutôt l'accent sur la préparation du Forum national de l'éducation. L'organisation de ces assises est annoncée depuis des années et des leaders syndicaux doutent de la tenue d'un tel événement. Je vous propose à présent de suivre ces leaders syndicaux qui ont participé à cette réunion du comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations des enseignants au Cameroun. Tout système francophone. Rien n'a été dit par rapport à nos revendications, à savoir l'intégration des vagues d'instituteurs contractuels et puis le recrutement de nouveaux titulaires de CAPIEM et CAPIED. Rien n'a été dit par rapport à tout cela, mais toujours est-il que le délai de 90 jours qui avait été donné par l'État par rapport à notre précédente grève, à notre précédente manifestation, expire effectivement aujourd'hui. Et comme rien n'a été dit par rapport à nos revendications, nous allons relancer la grève à partir de lundi. Un préavis sera déposé au service du PM dès lundi et la grève prendra effet à partir de la semaine d'après. Les syndicats auraient souhaité que le rythme soit plus rapide concernant spécialement l'organisation du Forum national de l'éducation, qui est un élément majeur de la feuille de route des syndicats. L'un des problèmes sur lesquels il pourrait y avoir achoppement est celui du budget. Les syndicats pensent qu'au lieu de bâcler ce forum, faute d'un budget convenable, il faudrait se battre parce que l'éducation pour les 50 années à venir pour notre pays mérite un petit sacrifice budgétaire. Et c'est dans ce sens que les propositions des syndicats ont été des propositions médianes sur lesquelles ils espèrent que le gouvernement va pouvoir s'appuyer véritablement. Et vous l'avez suivi, malgré ces menaces de grève de la part des syndicats des enseignants, il reste optimiste. Le président du comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations des enseignants, le professeur Jacques Famdongo, s'appuie sur la régularité des rencontres entre le gouvernement et les syndicats des enseignants pour apprécier le dialogue social en vue de résoudre les problèmes que rencontrent les enseignants au Cameroun. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, président de ce comité interministériel. Je vous parlais donc du professeur Jacques Famdongo, président du comité interministériel chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations des enseignants. Nos sessions se veulent donc plus régulières, en même temps qu'elles s'inscrivent dans la double perspective de trouver des solutions immédiates et idoines à certaines préoccupations, ou alors de se projeter vers le Forum national de l'éducation. Cadre élargi de discussion au sein duquel certaines questions complexes
devront être examinées en profondeur. Aujourd'hui, l'option de consacrer l'actuelle session au point relatif à la préparation du Forum national de l'éducation vise à mettre à l'abri d'un éventuel sommeil dogmatique qui consisterait à s'arrêter maintenant, à marquer une halte dans l'attente de je ne sais quel autre signal sous le prétexte illusoire qu'on est déjà suffisamment avancé. Il s'agit donc de prendre la pleine mesure de la tâche qui nous incombe et les défis que nous sommes appelés à relever en vue de la tenue effective du forum projeté. Dans le reste de l'actualité, l'engagement citoyen et actif des jeunes est plombé au Cameroun par toutes sortes de violations des droits de l'homme et d'actes d'intimidation. Pourtant, défendre les intérêts de sa communauté, également s'engager dans la réalisation et l'engagement de la vie, participer au développement de la cité, sont l'expression d'une volonté citoyenne de construire la démocratie au Cameroun, ce que des jeunes peinent à avoir au Cameroun. Constat fait dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Dans un contexte marqué par des arrestations en cascade, parfois non justifiées, des interdictions de manifestations à tête chercheuse, des menaces et intimidations de toutes sortes, difficile pour les jeunes de se frayer un chemin sur le terrain tortueux de l'engagement citoyen. Ceux qui ont essayé en gardent plutôt un mauvais souvenir. Nous vivons une pseudo-dictature. Si vous n'êtes pas de la pensée unique, vous subissez toutes des fougres. Et j'en suis certainement, comme beaucoup d'autres, une victime de la répression, de l'exclusion, du rejet, même de l'abandon à cause des activités citoyennes que nous avons amenées au niveau universitaire. Si beaucoup d'étudiants sont immobiles, c'est à cause de cette situation, ces incarcérations, ces arrestations. Au sein même du campus, nous avons la police campus. Dès que vous avez une activité là, ils vous encerclent, ils vous empêchent de mener vos activités. Et puis ça ne favorise pas toujours l'engagement des autres. Doit-on pour autant se décourager et lâcher prise? Non, pense Dynamique mondiale des jeunes. Cette organisation de la société civile, appuyée par le service œcuménique pour la paix, a regroupé à Yaoundé des jeunes leaders pour leur donner des rudiments nécessaires à leur engagement citoyen et actif. Ce qui est recherché à travers un tel cercle, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut augmenter le nombre de citoyens en mesure de témoigner de la connaissance de leurs droits, de la compréhension de ces droits et de l'expression. Nous voyons autour de nous des situations d'injustice qui se déroulent, mais où le commun des citoyens est indifférent plutôt que de réagir. Cela peut être interprété sur deux angles. Soit ils ne se sentent pas concernés, ce qui est un danger dans une population, soit alors ils se sentent concernés mais impuissants, ce qui aussi participe d'un danger dans la croissance collective. L'engouement de ces jeunes et leur engagement à vaincre les différentes barrières constituent des motifs de satisfaction. C'est déjà un pas vers la citoyenneté active que prône Dynamique mondiale des jeunes. Parce que nous voyons d'autres jeunes qui participent effectivement sur le plan politique aux élections. J'en connais qui ont initié des travaux, n'est-ce pas, de réaménagement de leur commune. Nous voulons donc les amener à participer davantage aux initiatives de développement, notamment en rejoignant les associations, les organisations de la société civile. 2018 est une année électorale. Un test à ne pas négliger pour les jeunes qui seraient piqués par le virus de l'inertie. La citoyenneté active est possible en dépit des barrières. C'est ce qui refroidit un peu les... En pleine année électorale, l'exécutif municipal de Douala 3e défend son bilan devant des conseillers municipaux RDPC et MRC mécontents de la gestion de cette commune d'arrondissement ces 5 dernières années. C'était lors d'un conseil municipal plutôt houleux dans le 3. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le SDF dénonce un Sénat monocolore et monocorde, incapable de pouvoir contrôler l'action du gouvernement. Réaction du principal parti de l'opposition après la nomination de 30 sénateurs qui doivent siéger à la Chambre haute du Parlement. Un avis que ne partagent pas des alliés politiques du parti au pouvoir, eux qui ont bénéficié d'au moins un sénateur à la suite des nominations
faite par le président de la République. Vous écouterez les réactions de la classe politique en ouverture de ce journal. Le spectre d'une épidémie de rougeole plane sur la région du Nord-Ouest. Plusieurs cas suspects ont été détectés. Les autorités sanitaires sont en alerte. Des parents s'inquiètent dans le littoral. Quelles mesures prendre pour les enfants face à des risques du moins élevés d'épidémie de rougeole? Vous suivrez des conseils des médecins dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après la nomination de 30 sénateurs, de vives réactions émergent de la classe politique, notamment le SDF, qui a tenu à préciser qu'il n'y a aucun de ces cadres qui figure parmi ces 30 sénateurs nommés par le président de la République, le principal parti de l'opposition, qui dénonce un Sénat monocolore et monocorde qui serait incapable de pouvoir contrôler l'action du gouvernement en raison d'une majorité écrasante de la part du parti au pouvoir. Par contre, les alliés du RDPC se réjouissent de voir l'un de leurs cadres bénéficier du décret présidentiel. Ils ont obtenu au moins un sénateur qui doit siéger à la prochaine mandature à la Chambre haute du Parlement. Des précisions avec Élisée Bogba et Guy Zogo. La nomination des 30 sénateurs restants par le président de la République fait écho dans les formations politiques concernées. À l'UNDP et à l'UPC, où la question de l'alliance avec le RDPC est loin de faire l'unanimité, il est respectivement fait état des prérogatives du chef de l'État et des suites de l'alliance avec le RDPC. Le chef de l'État a agi conformément aux lois de la République. Moi, je m'en tiens juste à ça. Le chef de l'État a compris notre démarche politique. Nous avons inscrit notre action dans le strict respect de l'alliance UPC-RDPC. Nous avons pris l'engagement d'appeler au vote des listes présentées par le RDPC. Pas de grâce cependant pour cette démarche aux yeux du SDF qui n'y voit qu'un pis-aller. Cette nomination confirme la stratégie du président Paul Biya. Il voulait avoir un 100%. On nous a accusé, on a accusé notre président national de l'avoir rencontré pour des négociations, ce qui était tout à fait faux. Donc les Camerounais peuvent comprendre aujourd'hui que le SDF n'a rien à voir avec le RDPC ni avec les manigances. Le SDF dénonce par ailleurs la nomination des sénateurs âgés au rendement incertain. C'est surtout une nomination de vieillards qui ne peuvent même plus servir ce pays. Il est temps que les Camerounais comprennent qu'ils sont en train d'être dupés et que le changement est en route. L'UPC estime néanmoins que le sénateur promu dans ses rangs, Philippe Léké du Sud-Ouest, est un homme valeureux. L'accueil qui nous a été réservé par ce camarade lors de la célébration de cinquantenaire à Boya, avec des moyens modestes, il a pu accueillir une délégation de l'UPC.